Bon Juliette, si ça te va, on commence, il y a assez de monde. Ça me va. Ok, donc bonsoir à tous et merci d'être encore présents ce soir, en plus en pleine période de vacances scolaires, pour participer à notre webinaire qui portera sur l'hypertension artérielle, présenté par Juliette Weidemuy, qui est IPA spécialisée dans la prise en charge de l'hypertension artérielle dans le service du professeur Blaché euh, à l'Hôtel-Dieu à Paris. Donc merci Juliette de faire cette présentation. Et ce webinaire est fait en partenariat avec les laboratoires Servier, qu'on remercie pour leur contribution. Voilà, je te laisse la parole, Juliette. Ça marche, c'est parti. Merci à tous d'être là. Je ne sais pas combien vous êtes, je ne vois rien, mais merci d'être là. On va donc parler hypertension artérielle ce soir. On va faire un petit point d'abord sur la pathologie en elle-même. Ensuite, on va parler un peu de théorie avant de passer à la pratique. Le programme est assez riche, donc j'espère que j'arriverai à tout aborder sur le temps imparti. Donc déjà, brièvement, la définition. On sait tous que la pression artérielle correspond à la pression exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux. Cette pression artérielle a les fonctions du volume d'éjection systolique, de la fréquence cardiaque et des résistances vasculaires systémiques. On parle d'hypertension artérielle lorsqu'on a une élévation anormale de cette pression exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux. Alors, en fait, l'HTA est défini, le seuil de l'HTA est défini de manière consensuelle. On a fixé ce seuil à 140 pour la systolique et 90 pour la diastolique. En fait, c'est le seuil à partir duquel on a montré un bénéfice à traiter et à abaisser le niveau tensionnel. Voilà, mais c'est un consensus. Donc, peut-être qu'un jour, ça évoluera, qui sait. Alors, pour définir l'hypertension, vous allez voir, j'ai mis beaucoup de références aux dernières recommandations de la Société européenne d'hypertension qui date de l'année dernière. Donc, c'est assez actuel. Donc, pour définir l'hypertension, en fait, on la classifie de différentes façons. On a déjà des grades. On parle, par exemple, pour une systolique, je vais rester sur la systolique. Pour une systolique entre 140 et 159, on dira que c'est un grade 1. On passera à un grade 2 si c'est entre 160 et 179, et après on parlera de grade 3 si ça dépasse 180. Vous voyez en dessous qu'on parle également de stade. Il ne faut pas confondre le grade et le stade. Le grade, c'est vous avez votre mesure, qu'est-ce que vous avez comme valeur. Le stade, c'est plus sur le retentissement de cette hypertension. Donc on parle d'un stade 1 lorsque c'est une hypertension qui n'est pas compliquée, on n'a pas d'atteinte d'organes. Ça inclut quand même les insuffisances rénales stade 1 et 2, mais sinon pas d'autres atteintes d'organes cibles. Après, on passe au stade 2, si on a une insuffisance rénale de stade 3, un diabète associé ou une atteinte d'organes. Et enfin, le stade 3, c'est quand on a une maladie cardiovasculaire établie, ou là vraiment une insuffisance rénale stade 4 ou 5. Donc, parlons un petit peu épidémiologie rapidement. Il faut savoir que l'HTA est la première maladie chronique en France et dans le monde. C'est le premier facteur de risque de mortalité devant le tabac. En tout cas, c'était le cas en 2019. Et c'est le deuxième facteur de risque d'années de vie perdues en bonne santé. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut bosser. Vous pouvez voir en dessous des chiffres que je vais vous montrer un petit peu différemment comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette publication de Santé publique France où on retrouve diverses informations sur l'HTA en France. Et comme vous voyez, c'est assez dramatique puisqu'on a une prévalence avec environ un adulte sur trois hypertendu, mais seulement un hypertendu sur deux qui est traité et un hypertendu sur quatre qui est contrôlé. Donc c'est quand même vraiment un souci et c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. On n'a pas d'amélioration depuis des années et sur certains indicateurs, ça s'est même dégradé. Donc il y a vraiment quelque chose à faire et je pense que nous, IPA, on a vraiment un rôle prépondérant à jouer là-dedans. Donc l'hypertension artérielle, finalement, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop finalement le détail de cette pathologie. Et en fait, on peut croire que c'est simple, mais c'est très complexe. Comme vous pouvez le voir, ça c'est une image tirée toujours des mêmes recommandations. C'est les différents mécanismes impliqués dans la régulation de la pression artérielle et la physiopathie de l'hypertension. Donc vous pouvez voir tout ce qui est relatif à l'hygiène de vie, ça c'est sans surprise. Les facteurs environnementaux qu'on voit également apparaître de plus en plus, même si on a des niveaux de preuve moindres dans les recommandations. Et puis on a divers mécanismes sur lesquels on va pouvoir plus ou moins jouer pour réguler cette pression artérielle.
Je vous expose ici ces différents mécanismes. En fait, cette image, c'est surtout pour vous faire comprendre que c'est plusieurs mécanismes de nature différente qui sont régulés et qui interfèrent les uns entre les autres avec un impact sur différents paramètres. Ça peut être le débit cardiaque, la résistance artérielle, la volémie. Ils n'ont pas tous le même délai d'action ni la même importance. Donc, on ne va pas pouvoir jouer sur tous ces mécanismes-là. Je vous en expose quelques-uns. Par exemple, vous avez des mécanismes de régulation vraiment sur le court terme. Par exemple, le réflexe ischémique central, il survient lorsque la PAM est inférieure à 50 mm de mercure et ça provoque une diminution du débit sanguin cérébral qui provoque en fait une ischémie du cerveau. Et c'est vraiment un dernier recours pré-mortem. Donc ça dure quelques minutes et c'est vraiment pas quelque chose sur lequel on va pouvoir compter pour réguler au long cours la pression artérielle. Pareil, les chémorécepteurs, ça c'est sensible plutôt à la pression artérielle en oxygène, en CO2 et au pH, et c'est mis en jeu seulement dans les situations d'urgence. Donc idem, ça, on ne va pas s'en servir pour le long cours. Les barorécepteurs, ça aurait pu être intéressant parce qu'en fait, c'est sensible à la distensibilité de la paroi artérielle. Malheureusement, en fait, c'est un mécanisme qui ne répond pas au long terme. Pourquoi? Parce que ces barorécepteurs, qui sont situés notamment dans l'épaisseur de la paroi artérielle de la bifurcation carotidienne, en fait, s'il y a une PA anormale, mais sur plusieurs jours, en fait, ce seuil va s'adapter. Par exemple, si vous devez avoir une pression artérielle normale à 130 et que vous montez spontanément à 160, ça va faire le travail. Par contre, si vous avez une pression artérielle qui est à 160 tous les jours, en fait, les barorécepteurs vont enregistrer ça comme nouvelle valeur référence et donc ne pas jouer leur rôle de régulation sur le long terme. On va donc plutôt se pencher sur le système rénine, angiotensine, aldostérone et sur l'hormone antidiurétique et la volémie, donc, pour jouer sur cette régulation de la pression artérielle sur le long terme. Je vous joins un petit schéma que vous avez dû tous voir et revoir dans vos formations. Alors, en gros, le foie synthétise de l'angiotensinogène et la rénine va venir fragmenter en plusieurs fragments, du coup, cet angiotensinogène, dont l'angiotensine 1. Et l'angiotensine 1 va être à son tour fragmentée par l'enzyme de conversion et ça va donner de l'angiotensine 2. Et cette angiotensine 2, en fait, va provoquer la constriction des parois musculaires des petites artères et augmenter la pression artérielle. Elle va également déclencher la sécrétion d'aldostérone par les surrénales et d'hormones antidiurétiques par l'hypophyse. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, c'est tout un ensemble d'actions qui vont en plus jouer les uns sur les autres. C'est tout un mécanisme qui est en jeu qui va permettre. Alors là, je vous montre le mécanisme de régulation. Donc là, ça tend plutôt à augmenter la pression artérielle, d'accord? Mais on va justement inhiber ce système avec les traitements pour éviter cette augmentation. On distingue deux types majeurs d'hypertension artérielle. On a l'hypertension dite essentielle, qui représente à peu près 90% des hypertendus. C'est une maladie artérielle qui est une conséquence de facteurs de risque modifiables ou non. Et de l'autre côté, on a une HTA dite secondaire qui représente environ 10% des cas et qui peut avoir différentes causes, qu'elles soient endocriniennes, rénales, vasculaires ou encore iatrogéniques. Je ne vais pas m'attarder énormément sur l'HTA secondaire parce que vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire sur la première et que c'est surtout l'HTA essentiel qu'on est sujet à rencontrer au quotidien. Donc, je préférais rester efficace et pas vous perdre, même si je vais en parler quelques secondes. Donc, comme je vous disais, l'HTA essentiel, c'est l'hypertension qui nous parle un petit peu à tous. On a des facteurs de risque qui sont non modifiables. Ça, par exemple, le fait d'être de sexe masculin. On sait que les femmes, jusqu'à la ménopause, ont, grâce à leurs hormones, des vertus cardioprotectrices et sont moins exposées au fait d'être hypertendues. Malheureusement, après la ménopause, ça tend à s'équilibrer. On a également la maladie rénale chronique, puisqu'on sait le cercle vicieux que peut être l'hypertension et la maladie rénale. On a également le vieillissement, qui fatalement, on a les artères qui se rigidifient avec l'âge et ça participe également au développement de l'HTA. On a également l'apnée du sommeil, les stress psychosociaux ou encore les antécédents familiaux. On a souvent des familles d'hypertendus ou des familles à profil cardiovasculaire. On a également des facteurs de risque qui sont cette fois-ci modifiables. On a par exemple le fait d'être sédentaire, de mal s'alimenter, de boire trop d'alcool, de manger trop de sel.
Le tabac, en fait, lui, il va jouer un rôle, mais c'est plus dans le fait d'abîmer les artères que dans le fait d'augmenter la pression artérielle. Le fait, par exemple, d'arrêter de fumer ne va pas faire diminuer votre pression artérielle. En revanche, ça va prévenir nombre d'accidents cardiovasculaires et c'est en cela que c'est vraiment primordial d'arrêter de fumer, même si on n'a pas un impact direct sur la pression artérielle. Les HTA secondaires, je vous mets juste cette petite image pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut retrouver. C'est très divers. Comme vous pouvez voir, c'est assez intéressant dans ces diapos, c'est qu'on voit que l'âge de diagnostic peut permettre d'orienter déjà un petit peu le diagnostic. Mais après, de toute façon, les HTA secondaires, souvent, ça demande des bilans étiologiques, etc. Et c'est souvent réalisé en centre expert, donc je ne m'attarde pas sur ce point. Là encore, je vais passer relativement vite parce que je sais qu'on l'a tous vu. L'hypertension expose à diverses complications. Effectivement, le sang irrigue tous les organes, donc il y a un petit peu tout qui morfle au passage. On a le cerveau avec les AVC, les maladies neurodégénératives. Par exemple, il faut savoir que l'HTA, c'est un des seuls facteurs de risque, sinon le seul, que l'on peut modifier pour la survenue de démence. Donc, c'est particulièrement intéressant. Et je vous invite à en discuter avec vos patients hypertendus parce que c'est vraiment un levier considérable pour l'adhérence thérapeutique. Ça abîme également les yeux, évidemment le cœur, les reins et les jambes avec notamment la OMI. Donc un petit peu de théorie sur les différentes méthodes de mesure de la pression artérielle. Donc on distingue 3 méthodes de mesure majeures. C'est la mesure en consultation, au cabinet, à l'hôpital, l'automesure qui est réalisée par le patient à domicile et la MAPA qui est mesure ambulatoire de la pression artérielle en version développée. Et comme vous pouvez voir, ces 3 méthodes de mesure ont des seuils différents déjà, parce que les conditions de réalisation sont différentes et elles n'ont pas la même indication. Leur force ne réside pas au même endroit dans la prise en charge. Par exemple, la mesure de consultation, c'est super pour le dépistage. La MAPA, elle, va être particulièrement intéressante pour le diagnostic et pas que, on y reviendra. Et l'automesure, elle, qui est géniale pour le suivi au long cours et pour impliquer le patient dans sa prise en charge. Il est par contre hyper important dès lors qu'il y a une HTA d'avoir une surveillance en ambulatoire. C'est vraiment très important. Donc la mesure de la pression artérielle en consultation, ça reste intéressant et ça reste une mesure référence dans nombre d'études. Pourquoi? Parce que c'est relativement fiable, c'est plus fiable que quand c'est réalisé par les patients. Et ça a déjà montré, on a beaucoup de données solides qui établissent un lien entre cette pression artérielle au cabinet donc, et les maladies cardiovasculaires et rénales. Donc, pour bien la mesurer, cette pression artérielle en consultation, il y a quand même un protocole à suivre pour pouvoir faire quelque chose de la donnée que vous avez. Il faut idéalement que ce soit dans une pièce calme, confortable. Il faut éviter dans les 30 minutes qui précèdent tabac, caféine, repas ou exercice physique. Il faut rester assis et détendu pendant 3 à 5 minutes sans parler. Donc, si vous avez votre patient qui vient d'arriver à la bourre, qui a couru partout, qui machin, attendez un petit peu, parlez avec lui et prenez la pression artérielle 10 minutes plus tard. Il faut idéalement faire 3 mesures. Le minimum, c'est 2 mesures si la pression artérielle est bien contrôlée. Et surtout, très important, avec un brassard adapté au bras. Si votre brassard est trop petit, ça va surestimer la pression artérielle. Si elle est trop grande, ça va sous-estimer. Donc, c'est quelque chose où on ne prête pas forcément attention à ça, mais c'est quand même très important. Et il faut également faire un test d'hypotension orthostatique. Je sais que ce n'est pas fait systématiquement et pourtant, ça devrait l'être au moins chez tous les patients hypertendus traités et notamment chez les personnes âgées, diabétiques ou souffrant de pathologies neurodégénératives. Pour rappel, on considère qu'il y a hypotension orthostatique lorsque la systolique baisse de 20 mm de mercure ou lorsque la diastolique baisse de 10 mm de mercure. Pour le protocole, en gros, c'est mesure donc assis ou allongé au départ, puis debout à 1 et 3 minutes post-orthostatisme. L'automesure tensionnelle, donc ça, c'est la mesure préférée pour le suivi à long terme, c'est ce que je vous disais. C'est une méthode super, mais qui nécessite un temps d'éducation thérapeutique. Après, ça vaut vraiment le coup. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, c'est que vous gagnez un temps considérable pour la suite de la prise en charge, et c'est une maladie chronique, donc vraiment, ça vaut le coup. Et ça implique le patient. Le protocole peut varier selon les pays et les sociétés savantes. Nous, en France, on privilégie le protocole règle des 3, à savoir 3 mesures le matin, 3 mesures le soir sur 3 jours. On peut aller jusqu'à 7 jours. Très honnêtement, c'est déjà
compliqué parfois d'avoir 3 jours bien faits. Donc 7 jours, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Après, ça peut être intéressant dans le cas de l'habilité tensionnelle, par exemple, ou dans des cas vraiment particuliers, mais pour l'ensemble des patients, franchement, la méthode des 3, c'est bien. Donc encore là, je vous mets une petite image tirée des dernières recommandations européennes pour vous montrer comment bien réaliser une automesure. Avec un bon appareil, on privilégie le brassard au poignet. Il faut inviter les patients à prendre un brassard s'ils doivent acheter un tensiomètre, avec toujours dans l'ordonnance brassard adapté à la circonférence du bras. Comme je vous disais, c'est un petit peu le même principe que pour la mesure en cabinet. Pas de tabac, pas de café, pas d'exercice juste avant. On fait bien 3 à 5 minutes de repos, etc., etc. Pour précision, c'est toujours assis l'automesure. C'est pas allongé, c'est assis. Et on évite les périodes de digestion également. Enfin, on a la MAPA. Alors ça, c'est une méthode intéressante parce qu'elle offre une visibilité de la pression artérielle sur 24 heures. Donc, ça nous permet de voir comment on est notamment la nuit et de voir comment sont les profils deeper ou non deeper. Les profils deeper ou non deeper, en gros, on considère qu'un profil est deeper si on a une baisse tensionnelle de 10 à 20% la nuit, sur les périodes de sommeil, parce que si les gens travaillent de nuit, de fait, ce sera inversé. Et on considère que c'est non deeper si c'est entre 0 et 10%. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça peut participer au dépistage des syndromes d'apnée du sommeil. Si vous avez quelqu'un qui a un profil non deeper sur une MAPA, vous pouvez commencer à l'interroger sur d'éventuels ronflements, etc., un sommeil agité, une somnolence diurne, et ça peut vous orienter vers un examen de dépistage pour un syndrome d'apnée du sommeil. C'est également intéressant pour déceler les hypotensions quand vous n'êtes pas vraiment sûr que votre patient vous parle un petit peu de malaise, tout ça, mais que vos données en consultation ne montrent rien de cela. Si vous avez un doute, vous faites une MAPA et ça mettra en lumière d'éventuelles hypotensions. Idem pour la labilité tensionnelle. Si ça bouge énormément, le mieux, c'est de faire sur 24 heures et de voir ce que ça donne en moyenne. Par contre, alors bien que ce soit super comme examen, il ne faut pas en abuser. Pourquoi? Parce que déjà, ça peut être gênant, voire douloureux pour certains patients. Soyons honnêtes, c'est quand même un petit peu chiant à vivre et c'est onéreux. Donc, et en plus, c'est pas l'accès est limité, ça se trouve pas aussi facilement que les autres méthodes de contrôle de la pression artérielle. Donc, hyper intéressant, mais à utiliser avec parcimonie. Alors, comme vous avez pu voir, donc on a 2 mesures ambulatoires, c'est automesure et MAPA. Elles n'ont pas les mêmes avantages et inconvénients, comme je vous le disais. Là, on va se répéter un petit peu, donc je vais pas m'attarder trop longtemps, mais vous avez bien compris que, en gros, automesure, autonomie du patient, suivi au long cours, facilité, MAPA, visibilité sur 24 heures, mesure objective et donne davantage d'informations. Parlons un petit peu recommandations hygiéno-diététiques maintenant. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, elles sont souvent un peu passées à l'as dans la prise en charge et c'est pourtant hyper important. Il faut savoir qu'on peut avoir une réduction de la pression artérielle d'environ 4 à 5 mm de mercure, ce qui équivaut quand même à une monothérapie. Donc, c'est vraiment important. Il faut le faire. Il faut discuter avec les patients. Ça a un effet synergique avec les médicaments. Donc, ça peut permettre de réduire le nombre de médicaments. Et au-delà de ça, en plus, ça prévient d'autres complications et d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés, comme le diabète, l'hypercholestérolémie, etc. Donc vraiment, c'est un de mes chevaux, c'est mieux, de bataille, discuter mesures hygiéno-diététiques avec les patients. Après, petite précision néanmoins, c'est qu'il ne faut quand même pas retarder l'initiation de la thérapie médicamenteuse si vous savez que même si ce sera bénéfique, ce ne sera pas suffisant pour atteindre l'objectif tensionnel. Et si, par exemple, vous savez qu'il y a un effet protecteur des médicaments qui est important pour un patient, type insuffisance rénale avec des bloqueurs du système rénine-angiotensine, là, vous savez que ça va quand même présenter un avantage au niveau néphroprotecteur, etc. Donc là, c'est indiqué. Mais de toute façon, on veut des recommandations hygiéno-diététiques de façon systématique. Alors, les principales mesures hygiéno-diététiques sont la perte de poids en cas de surpoids ou d'obésité, la diminution de la consommation en sel, on recommande 5-6 grammes à peu près. On a également une alimentation riche en potassium qui apparaît de plus en plus, l'activité physique, évidemment,
Après, comme vous pouvez le voir, on en a d'autres qui arrivent, mais c'est un petit peu le niveau de preuve est bien moindre, avec par exemple les méditations et les exercices de respiration pour réduire le stress, etc. Ce que vous voyez en rouge, c'est ce qu'il faut absolument éviter pour le coup. Donc, c'est consommation d'alcool et éviter le binge drinking, notamment chez les sujets jeunes, puisque l'HTA touche certes davantage de personnes plus âgées, mais des jeunes aussi, et chez cette population particulièrement. Ça, il faut interroger sur ça parce que c'est vraiment à risque chez cette population-là, donc pensez-y. Alors, on va parler un petit peu de traitement antihypertenseur maintenant. Là, on va juste discuter des classes thérapeutiques et après, dans le cadre de la prise en charge dans la deuxième partie de ce topo, on parlera de la stratégie thérapeutique à adopter. Donc déjà, pour se repérer un petit peu, on a les bloqueurs du système rénine-angiotensine qui sont l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai montré le petit schéma. Et bien là, on a l'inhibiteur de l'enzyme de conversion et on a les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, ARA2 ou les sartans aussi appelés. Donc, dans les deux cas, en fait, l'objectif, c'est d'inhiber le SRA et ça présente des vertus à la fois néphroprotectrices et cardioprotectrices. Après, on a des effets indésirables notables qui sont l'insuffisance rénale aiguë, l'hypercalémie, ça il faut faire attention, et l'angioœdème. Il faut savoir que si un patient un jour fait un angioœdème, que ce soit sous IEC ou ARA2, il est contre-indiqué après pour les deux classes. Donc, même si l'angioœdème a été sous IEC, vous ne mettez pas d'ARA2. C'est contre-indiqué formellement. En revanche, IEC, ce qui peut être assez fréquent, c'est une toux persistante. Dans ce cas-là, vous pouvez switcher pour l'ARA2, il n'y aura pas de souci. En général, ça résout le problème. Par contre, veillez bien à ne pas associer IEC et ARA2 en même temps. Juste un petit point sur l'insuffisance rénale aiguë. Effectivement, on peut s'attendre à ce que la créatinine augmente quand on introduit un de ces médicaments. Néanmoins, ça reste un bénéfice sur le long terme, parce que oui, on a une augmentation de la créate, mais en termes de morbimortalité, ça reste intéressant. Donc, il faut quand même le mettre. Il faut juste pas attendre d'être en insuffisance rénale plus pour le mettre, parce que là, effectivement, ça risque de faire décompenser. Donc, d'où l'intérêt de le mettre en amont et dès le début de la prise en charge. La surveillance, ce sera donc fonction rénale et kaliémie, et on veille à ne pas avoir de déshydratation, évidemment, rapport au rein. Ensuite, autre classe thérapeutique majeure, c'est les inhibiteurs calciques de la famille des dihydropyridines. Alors ça, la particularité de cette classe médicamenteuse, c'est qu'en fait, ça va favoriser la vasodilatation des artères. Donc, on va gagner, en fait, les artères vont s'élargir, les vaisseaux vont s'élargir, et donc on aura moins de pression pour un même volume. Après, l'inconvénient majeur, c'est que ça peut déclencher des œdèmes des membres inférieurs. Ça, c'est quelque chose qui revient relativement souvent, ou des flushs. Maintenant, si c'est bien toléré, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de surveillance paraclinique. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un de jeune qui n'a pas de pathologie, qui n'a pas besoin d'avoir des bilans sanguins à répétition, qui n'a pas de soucis rénal ni rien, de mettre un inhibiteur calcique de cette famille, c'est intéressant parce que du coup, ça va le soulager de tout l'aspect bilan sanguin, etc., etc. Après, on a les diurétiques thiazidiques ou thiazidiques-like, désapparentés. Thiazidique, c'est hydrochlorothiazide pour la DCI et apparenté, c'est indapamide, mais là, pour le coup, on va les mettre ensemble. Donc là, vous avez bien compris, diurétique, l'objectif, c'est de faire pisser et de faire baisser la volémie. Ce qu'on risque, c'est évidemment hypokaliémie, hyponatrémie. Faut faire attention aussi quand il y a une goutte. Voilà, quand il y a de la goutte, faut surveiller l'acide urique et on surveille du coup fonction rénale, iono sanguin, ça tout ça, je vous l'apprends pas, donc je passe assez vite. Idem, on fait attention à la déshydratation, ça c'est hyper important. Au besoin, on peut diviser la dose par 2 en période de canicule, vu que maintenant on se tape des 40 degrés tous les étés. Ça peut être intéressant de dire aux patients buvez suffisamment et au besoin coupez en 2, voire suspendez si c'est une petite dose. Ensuite, on a les bêta-bloquants. Alors eux, c'est un petit peu plus discuté. Vous verrez un petit peu plus tard dans les stratégies thérapeutiques. Avant, ils étaient vraiment dans les classes thérapeutiques majeures. Après, ils ont été un petit peu passés en second recours. Enfin, ils étaient moins plébiscités. Là, ils ont tendance à revenir un petit peu. Bon, en gros, ce qu'il faut retenir des bêta-bloquants, c'est qu'en fonction du profil du patient, ça peut être hyper intéressant ou moins intéressant. On sait que le mécanisme ici, c'est de baisser la force de contraction du cœur
ce qui va baisser la fréquence cardiaque et le débit cardiaque dans le sang et les artères. Et on connaît les vertus cardioprotectrices de cette famille. Après, il faut faire attention à certains effets indésirables qui peuvent être quand même importants, type asthénie, bradycardie. On peut également avoir des troubles de la libido ou des troubles érectiles qui peuvent être très handicapants et jouer sur l'adhérence thérapeutique. Donc, c'est des choses qu'il faut interroger. Il faut en discuter avec les patients. On surveille avec un ECG, évidemment. Si on doit arrêter, on y va tranquillement. Après, par rapport à la molécule à privilégier, alors, si c'est uniquement à visée antihypertensive, le nébivolol sera plus intéressant. En revanche, s'il y a tout un contexte cardio, par exemple avec une insuffisance cardiaque, etc., là, pour le coup, le bisoprolol sera préférable, par exemple. Mais vraiment, le meilleur bêta-bloquant pour un traitement de l'hypertension artérielle simple et unique, c'est le nébivolol, pour le coup. Donc, comme vous pouvez voir, là, on a des indications au bêta-bloquants. Donc, eux, ils ont trouvé un compromis finalement, c'est de dire oui, bon, bah, c'est bien, mais dans quelles conditions? Je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est super laborieux. Vous retrouverez évidemment cette table dans les recommandations que je vous ai notifiées. Mais voilà, comme vous pouvez voir, sans surprise, quand il y a un syndrome coronarien, quand il y a une fibrillation atriale, etc., ce genre de choses. Quand il y a des troubles hypertensifs de la grossesse également. Ce genre de choses, là, ça peut être intéressant, les bêta-bloquants. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui vient en première intention, mais ça reste néanmoins une molécule intéressante. Après, on a également d'autres classes médicamenteuses. On a les diurétiques anti-aldostérone, donc on a ceux qui sont considérés vrais, parce qu'ils vont vraiment bloquer l'aldostérone. Ils vont bloquer directement le système rénine-angiotensine. Par contre, alors il y a des soucis à côté, c'est que ça peut provoquer des insuffisances rénales, une hyperkaliémie, une gynécomastie pour la spironolactone, ça il faut faire attention. Et on a également les anti-aldostérone apparentés qui, eux, pour le coup, permettent de donner des alternatives, si je puis dire. Comme tout diurétique, vous avez vu les surveillances, c'est fonctions rénales, iono, uricémie, etc., etc. Petite nuance pour la spironolactone, là je ne l'ai pas précisé encore, mais quasiment toutes les molécules, ça se contrôle à 1 mois après introduction. Là, pour le coup, la spironolactone, c'est la petite particularité, c'est plutôt 6 à 8 semaines pour être en full efficacité et à vraiment avoir un recul suffisant. Comme je vous disais, la spironolactone, on a assez régulièrement des gynécomasties. Alors, dans ce cas-là, on peut opter pour l'éplérénone. Éplérénone qui a donc la MM pour l'HTA si la spiro n'est pas tolérée. Donc, d'abord, si on veut aller dans cette famille-là, dans cette classe médicamenteuse, on visera d'abord la spiro et si c'est pas toléré, on verra pour le plan B, l'éplérénone. On a également d'autres classes médicamenteuses qui peuvent apparaître. On a les diurétiques de Lens, par exemple. Si, par exemple, on a un DFG qui est vraiment altéré, bien que les thiazidiques, maintenant, on n'est quand même pas aussi tatillon, mais quand même, retenez ça. Et on a également les inhibiteurs calciques, donc qui ne sont pas de la famille des dihydropyridines que je vous ai évoquées tout à l'heure. C'est notamment le verapamil. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, ça peut être une alternative si, par exemple, il y a des OMI sous les inhibiteurs calciques. Et si on ne peut pas donner de bêta-bloquant chez quelqu'un qui a tendance à avoir un rythme un peu soutenu, un rythme cardiaque soutenu, et on aimerait bien le ralentir un peu, bah, c'est une bonne alternative, ça. Donc, ça peut être intéressant d'y penser. Ensuite, ça je passe vite parce que franchement, c'est pas ce qui doit revenir le plus, hein. On a les antihypertenseurs d'action centrale. Alors eux, ça va agir sur les zones du cerveau qui régulent l'APA, mais alors c'est particulièrement pas conseillé pour les personnes fragiles. Ça expose à des hypotensions orthostatiques, à de la somnolence, de l'asthénie, etc. Et on a également les alpha-bloquants qui exposent également à de l'hypotension orthostatique. J'ai eu des notions de dépression aussi avec le Présil, donc il faut faire attention, avec le Rapidil. Donc ça, il faut faire vraiment au cas par cas, comme toujours me direz-vous, mais voilà, c'est pas du tout des médicaments qu'on doit retrouver en première intention, ces choses-là, d'accord? Toutes celles que je vous ai dit, là, ça, le spironolactone, c'est déjà en 4e intention, d'accord? Donc c'est déjà des quadris ou des pentathérapies, hein. Et les autres, c'est vraiment des cas particuliers, mais c'est pas ce qu'on doit retrouver dans l'ordonnance de monsieur et madame tout le monde, a priori. Je vous ai mis également cette table, pareil, on va pas
détailler de fond en comble parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est néanmoins bien de savoir qu'elle existe. C'est une table qui récapitule un petit peu les contre-indications aux divers traitements. Donc, vous voyez à gauche, vous avez donc en première ligne les inhibiteurs calciques, puis les sartans, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques dihydropyridine. En dessous, ceux qui ne sont pas des dihydropyridines. En dessous, on a également les diurétiques, donc thiazidiques ou thiazidiques-like. Et enfin, les minéralocorticoïdes, donc tout ce qui est spiro, etc. Donc, je vous laisse regarder. Et alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je fais ça. Mais en fait, vous allez voir qu'on voit souvent grossesse, grossesse, projet de grossesse, projet de grossesse. Donc ça, c'est quelque chose, là encore, grossesse. On va en discuter, mais ça, il faut faire extrêmement attention dans la prise en charge de l'hypertension artérielle. En pratique. Alors, attends, Juliette, on va faire des questions. Ah, vas-y, oui, il faut m'interrompre, hein, parce que moi, quand je suis partie... Je connais. Il y a Latifa qui demande si la MAPA, donc la mesure ambulatoire de la pression artérielle sur 24 heures, et l'automesure sont prises en charge par la sécurité sociale. Alors non, bah, l'automesure, c'est fait par le patient. Certaines mutuelles peuvent rembourser les tensiomètres. Donc ça, il faut aller voir. Il faudrait que je mette sur... je remettrai demain dans le groupe IPA Cardio le site où on peut retrouver. Mais certaines mutuelles remboursent le tensiomètre. Donc après, une fois que c'est remboursé, bon bah voilà, c'est de l'automesure. Et la MAPA, oui, normalement, elle est remboursée dans certains contextes, mais en fait, l'hypertension artérielle, ce qui est assez bâtard, c'est que ce n'est plus une affection longue durée, isolée. Donc, il faut faire quand même attention à ça, notamment pour, j'élargis au remboursement des médicaments tant que j'y pense. Quelqu'un qui est simplement hypertendu, par exemple, il va plus être remboursé. Alors que s'il est diabétique, là, il va être remboursé. Donc, il faut faire attention quand même à ça. Mais normalement, après, c'est globalement pris en charge. C'est très rare d'avoir un hypertendu qui n'a qu'une hypertension, soyons honnêtes. Donc, ça va. Et puis, on n'est pas censé en abuser de la MAPA, comme je vous disais. Donc a priori, ça reste, c'est pas un souci, en tout cas, dans les prises en charge que je fais au quotidien. D'accord. Il y a Aurélie qui demande si les tensiomètres au poignet sont moins fiables que les tensiomètres au bras. Donc, tu as déjà expliqué que c'était moins fiable. Et peut-être tu peux expliquer aux gens pourquoi. Bah, parce qu'en fait, c'est plus sujet à la position du bras. Déjà, c'est plus distal. Et en fait, selon la position du bras, la mesure va varier. Donc, c'est bien moins fiable qu'un brassard, où en plus, c'est quand même la méthode de base, c'est ce que vous allez avoir en cabinet. C'est beaucoup plus fiable de faire au brassard. C'est moins soumis à différents paramètres qui vont faire que ça peut varier et du coup devenir complètement ininterprétable. Après, par contre, là où ça peut être intéressant quand même le poignet, si c'est poignet, il faut expliquer aux patients de mettre le tensiomètre à peu près à hauteur du cœur, sans crisper le bras. Et là où ça peut être intéressant, c'est chez les personnes qui ont un bras de forme conique, où ils ont vraiment c'est vraiment en forme de cône, et dans ce cas-là, le brassard, ça peut être difficile. Ou chez les personnes obèses qui n'ont pas forcément de brassard à leur taille, dans ce cas-là, il est préférable de faire un poignet. D'accord. Sophie qui demande, est-ce que toi tu fais des prescriptions pour que les patients achètent des tensiomètres? Ouais, Vous prescrivez? ouais, moi je prescris. Je prescris et j'explique minutieusement le protocole d'automesure et je prescris. Et je leur dis, des fois, s'ils n'ont pas les moyens, je fais, c'est pas grave, vous économisez, c'est du long terme, on n'est pas sur un sprint, c'est un marathon. Donc, économisez 2 mois, 3 mois, vous achetez votre tensiomètre, vous en prenez un de bonne qualité et je leur donne comme ça, même si eux, ils oublient de dire qu'il faut un brassard à la bonne taille, blablabla, au moins, moi, je l'écris. Donc, comme ça, je suis sûre. Et puis, pour le D'accord. remboursement pour la mutuelle, ça peut servir aussi. Alexandra demande à quelle fréquence tu fais tes dosages de ionocréate après une introduction du coup de d'IEC à RA2 diurétique. Tu as déjà Alors, répondu à la question, mais tu peux au moins répondre pour ces deux classes. ouais, alors en général, chez un patient qui n'a pas, par exemple, d'insuffisance rénale chronique particulière, la surveillance standard, si je puis dire, ça va être 1 mois. Après, si vous avez quelqu'un qui a vraiment, par exemple, une fonction rénale fragile, ça peut être à 15 jours, voire même une semaine, si vraiment vous n'êtes pas sûr, hein. Mais pour le patient lambda, ce serait plutôt 1 mois. D'accord. Christelle qui dit qu'on ne peut pas prescrire des traitements antihypertenseurs en première intention en tant qu'IPA. Non, Bon, ça on est d'accord. malheureusement. Voilà, sujet d'actualité. Et Oui. donc, on te laisse continuer?
Oui, ça y est, oui, oui. Pas d'autres questions? Non, ça sera tout pour le moment. Alors, on va partir sur la pratique. Donc, on va parler dépistage. Déjà, c'est intéressant de voir les signes évocateurs. Quand vous discutez avec vos patients, il peut y avoir des signes qui laissent supposer qu'on a un trouble tensionnel. Par exemple, ça peut être des maux de tête qui sont souvent localisés au niveau de la nuque ou qui se manifestent tôt le matin. Certaines personnes vont dire: «Oh, je me lève, j'ai mal à la tête», des choses comme ça. Des palpitations, des troubles de la vision, des acouphènes ou qui vous disent qu'ils saignent régulièrement du nez. Tout ça, ça peut être des signes. Donc, c'est hyper important de discuter avec votre patient et même si vous lui, je sais pas, vous voyez un diabétique et s'il vous dit: je saigne régulièrement du nez», c'est bien de se demander s'il y a un anticoagulant et tout, mais c'est bien aussi de se demander s'il n'y a pas un problème de pression artérielle, s'il n'est pas hypertendu connu. Donc, dès que vous entendez des choses comme ça, mesurez la pression artérielle et n'oubliez pas surtout que le plus souvent, c'est une maladie asymptomatique. Et on le découvre la plupart du temps fortuitement, par exemple en médecine du travail, etc., ou à la pharmacie ou autre. Donc vraiment, il faut mesurer la pression artérielle, ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas douloureux. Et vraiment, vous avez vu là dans les données épidémiologiques que je vous montrais au départ, c'est vraiment important et il faut le faire, quoi, vraiment. Et nous, IPA, on a quelque chose à jouer là-dedans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, différentes mesures de la pression artérielle. Pour le dépistage simple, on va privilégier la mesure en consultation. D'accord? Donc, on n'embête pas, si je puis dire, les patients à faire des mesures ambulatoires. Ils n'ont pas de pathologie. Là, c'est vraiment du dépistage. Donc, les recommandations de la Société européenne recommandent effectivement de faire des mesures en cabinet, de le faire systématiquement dans des conditions standardisées, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est bien de le faire environ une fois par an, à peu près. Qu'est-ce qu'ils me disent? Diagnostiquer à distance. Ah oui, ça après c'est pour les diagnostics, ça on va y revenir un petit peu plus tard pour le diagnostic. Hop. Donc, si vous faites votre dépistage, vous avez une pression artérielle qui est super, vous êtes à moins de 120/80, vous le refaites au minimum tous les 5 ans. Moi, je pense que quand vous voyez un IPA, c'est que vous avez déjà des pathologies, donc c'est bien de contrôler, hein. Une fois par an, ça mange pas de pain. Là, ils vous font donc jusqu'à, hop, on voit normale haute 130, 139. Donc là, on répète annuellement. Il faut également considérer l'hypertension masquée. Donc là, ça peut être intéressant, par exemple, quand vous avez une pression artérielle normale haute, de faire une automesure pour voir comment on est à la maison. D'accord? Et on peut commencer aussi à parler recommandations hygiéno-diététiques. D'accord? Si ça peut nous permettre de gagner quelques points et de ne pas rentrer dans l'hypertension, là, ça vaut le coup. Et par contre, donc vous faites votre mesure au cabinet, vous avez une pression artérielle qui est à 140/90. Soit vous faites une nouvelle mesure, vous demandez au patient de revenir un petit peu plus tard et vous refaites une mesure vous-même. Il faut au moins 2 mesures supérieures à 140 pour la systolique et ou 90 pour la diastolique pour parler d'hypertension. Il faut que ce soit vraiment continu dans le temps. Donc soit vous faites ça, soit vous demandez une mesure ambulatoire à votre patient pour poser le diagnostic. C'est quand même la meilleure méthode, hein. Donc, confirmation du diagnostic, c'est ce qu'on disait, que le mieux, c'est quand même d'avoir une méthode de mesure ambulatoire pour confirmer ou non le diagnostic. L'automesure, c'est le plus pratique en soins primaires et ça favorise l'implication du patient, comme on vous le disait, mais la MAPA va nous apporter d'autres infos, donc on s'adapte au profil du patient et il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne supportent pas de faire une automesure. Ça les stresse, ils sont pas bien, vraiment, du coup, ça fausse le résultat. Donc, c'est important aussi d'en parler avec eux, de leur demander comment ça s'est passé, éventuellement de les rassurer, de leur dire qu'ils sont pas en train de passer le bac, que l'objectif, ils ne ratent rien si c'est pas bon et à l'objectif, c'est juste que c'est à nous d'ajuster le traitement, mais qu'il n'y a pas de problème. Ça, des fois, c'est un temps qui est nécessaire parce que ça peut vraiment stresser les patients. Donc, diagnostic, ça pareil, j'y reviens pas, on en parlait tout à l'heure. Donc parfois, ce qui peut arriver en consultation, et je pense que ça vous est tous plus ou moins arrivé, c'est quand on a une discordance entre des mesures ambulatoires et de consultation. Donc la première chose à faire, si c'est de l'automesure, donc en l'occurrence ici, c'est de s'assurer de la bonne réalisation de l'automesure. D'accord? Est-ce que ça a été réalisé au bon moment, de la bonne façon? Est-ce qu'il y a eu ce repos? Parce que souvent, ils vont vous dire oui, non, là, j'avais pas trop le temps. Donc, il faut voir. Si vous êtes sûr que l'automesure a été réalisée dans de bonnes conditions, vous faites une MAPA de contrôle pour savoir où on en est.
S'il vous dit non, franchement, je l'ai mal fait, ou j'étais pas machin, ou truc, ou j'étais particulièrement stressée, là, vous refaites une automesure dans le respect du protocole, tranquillement, et vous revoyez après. Donc, si finalement, il vous dit, bah, mon automesure, elle était vraiment bien, je l'ai vraiment bien faite, mais que, bah, il s'avère que ça coïncide toujours pas avec la consultation, dans ce cas-là, on va faire une MAPA pour voir où on en est. Si finalement on voit que vous êtes contrôlé en consultation, mais que vous êtes non contrôlé en ambulatoire, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une HTA masquée. Donc là, la prise en charge est encore un petit peu controversée. Donc, il faut expliquer au patient ce que c'est, il faut lui expliquer que ça existe, que c'est OK. Hein. Toujours mesure hygiéno-diététique, et on commence à faire des surveillances par automesure et on réoriente vers le médecin. Par contre, si on avait une discordance, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on avait une pression en consultation qui était non contrôlée, mais bien contrôlée en ambulatoire, dans ce cas-là, on parle d'HTA blouse blanche. Dans ce cas-là, il faut faire attention parce que c'est une prédisposition à développer une HTA authentique, si je puis dire, mais réelle, quoi. Donc, dans ce cas-là, pareil, on explique aux patients, on explique les mesures hygiéno-diététiques, on fait une éducation thérapeutique pour l'autosurveillance et on réoriente vers le médecin pour envisager ou non une prise en charge plus complète. Donc, comme je vous disais, l'HTA masqué, il faut savoir que c'est un petit peu plus fréquent chez le patient diabétique. C'est également associé à un risque cardiovasculaire accru par rapport à un patient stricto normotendu. Mais après, sa prise en charge n'est pas encore vraiment consensuelle et en général, il faut un avis spécialisé ou au moins vous retournez vers le médecin. Mais là, ça dépasse notre champ de compétences IPA. Et puis en plus, il faudra voir s'il n'y a pas d'éventuelle atteinte d'organes cibles, hein, ça peut. Donc ça, c'est encore discuté. Donc là, on se réfère au médecin avec lequel on travaille. Quand on a une HTA blouse blanche, là, pour le coup, on n'a pas forcément besoin de traitement, puisque en fait, ce qui compte le plus, si je puis dire, c'est comment vous êtes tous les jours. Donc, si en ambulatoire, il n'y a pas une pression artérielle qui nécessite un traitement, on peut se limiter à des mesures hygiéno-diététiques. Mais par contre, on sait que le risque de passage en HTA permanente est plus élevé, donc on surveille. Et si un jour ça devient vraiment permanent, et ben là, on sait qu'il faudra instaurer un traitement. Alors, on a posé notre diagnostic, maintenant on va initier la prise en charge. Donc déjà, pitié, pas d'inertie thérapeutique. Encore une fois, on sait que c'est un problème majeur dans la prise en charge de l'HTA. Combien de fois on a des « ah bah on a surveillé mais il était à 15,9, oh mais il était un petit peu stressé et puis on n'a pas recontrôlé et puis on a recontrôlé mais il était encore stressé pour autre chose » et ça traîne et ça traîne et ça traîne. Faut arrêter ça. Donc pas d'inertie thérapeutique. Quand on a posé le diagnostic, on a posé le diagnostic et on agit. Donc, on fait une consultation d'annonce, d'information, et on va faire différentes choses que je vais un petit peu plus développer en dessous, mais on agit, d'accord? Donc déjà, on va faire l'histoire de la maladie. On va voir, par exemple, de quand date le premier diagnostic. Des fois, on peut vous dire, ah bah c'est vrai qu'il y a 10 ans, en médecine du travail, où les femmes, quand il y a eu des grossesses, ah bah c'est vrai que j'ai eu de l'hypertension à ce moment-là. Et des fois, vous retracez des parcours où en fait la personne peut être hypertendue depuis des années et en fait il ne s'est rien passé. Il faut également rechercher éventuellement si c'est une élévation rapide ou latente de la pression artérielle, voir s'il y a eu des traitements antihypertenseurs dans le passé, est-ce qu'il y a eu des intolérances, est-ce qu'ils étaient efficaces, est-ce que le traitement était bien pris. Il faut aussi rechercher dans les contextes de troubles de grossesse s'il y a eu des troubles hypertensif. Il faut également rechercher d'éventuels signes d'hypertension secondaire, par exemple le fait d'avoir une hypertension assez marquée avec un grade 2 ou 3, notamment si on a moins de 40 ans, si on a des épisodes un peu de céphalée, des choses comme ça, une hypokaliémie. Vous allez voir que ce n'est pas le même profil de patient. Donc, c'est vraiment important de questionner. Typiquement, un hypertendu essentiel typique, ça va être la personne qui arrive à 60 ans, qui va avoir son élévation de tension, avec possiblement un petit syndrome métabolique qui se présente. Là, vous allez vous dire, ouais, c'est sûrement HTA essentiel. Ça n'exclut pas de faire un bilan étiologique. Hein. Mais bon, on va se dire, il est quand même plus probable que ce soit ça. Par contre, si vous avez quelqu'un qui arrive, qui est mince, qui a 40 ans, qui a une hypertension hyper sévère et qui a 3,2 de kaliémie, voire moins, là, vous vous dites, ouais, là, ça fait vraiment hypertension secondaire. Faut que je l'oriente pour faire un bilan étiologique.
Et pensez également à interroger les consommations de drogue. Voilà, c'est assez important. Et les traitements, parce qu'on sait qu'il y a des traitements qui sont intercurrents, par exemple les corticoïdes, ce genre de choses, les anti-inflammatoires. Donc, pensez à interroger tout ça. On fait également le point sur l'histoire familiale et médicale. Est-ce qu'on a des facteurs de risque, par exemple de l'hypertension dans la famille, une histoire de tabagisme, une mauvaise hygiène de vie, un surpoids, une obésité, une histoire de dysfonction érectile. Il faut savoir que la dysfonction érectile peut être soit, en fait, ça peut être un signe précurseur, si je puis dire, ça peut montrer qu'il y a déjà des atteintes vasculaires et donc ça peut être intéressant de dépister. Ou parfois, ça va être dans l'HTA, en fait, le développement va provoquer une dysfonction érectile. Donc c'est encore tout un sujet, ça. Mais voilà, il faut penser à l'interroger. Il faut également, donc comme je vous disais, parler apnée du sommeil, voir s'il y a des troubles de stress, des choses comme ça. Rechercher également des atteintes d'organes, donc par exemple au niveau des yeux, au niveau du cerveau, est-ce qu'on peut faire des céphalées, des vertiges, des troubles visuels, des pertes de mémoire, est-ce qu'on a des signes de démence chez les personnes plus âgées? Il faut également rechercher au niveau du cœur, est-ce qu'on a des douleurs thoraciques? Est-ce qu'on a fait des infections myocardiques? Est-ce qu'il y a eu des revascularisations, des choses comme ça? C'est hyper important. Pareil pour les reins. Est-ce qu'on a soif, une polyurie, des signes qui pourraient montrer qu'on a des reins qui souffrent? Une claudication intermittente pour la OMI, etc., etc. Mais tout ça, c'est vraiment important de le questionner. Et ça, vous pouvez le faire. Vous pouvez déceler ça et interroger, ou votre médecin peut vous dire, tu fais consultation d'annonce, tout ça. Donc ça relève pareil du rôle de l'IPA. Pour moi, ça fait partie de ce qu'on doit savoir faire et avoir comme réflexe. Ensuite, on va estimer le risque cardiovasculaire. C'est quand même hyper important quand on a de l'HTA. Et vous voyez qu'en fait, on parle en termes de grade et de stade. Là, on revient à ces deux classifications que je vous avais évoquées tout à l'heure. Et vous voyez qu'en fonction déjà du stade, on ne joue pas dans la même cour. Et vous allez également remarquer que finalement, l'HTA, on se dit, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Mais finalement, on passe très vite en risque cardiovasculaire modéré, voire haut, voire très haut. Donc, c'est quand même pas à négliger et ça peut aller vraiment très vite. Donc, ça, je trouve que c'est assez lisible comme figure et on met pas 15 ans à le lire et on comprend à peu près où on doit être, quoi. Donc, j'aime bien cette figure. Donc, le bilan initial au diagnostic, déjà, donc, comme je vous disais, l'interrogatoire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc atteinte vasculaire, cardiaque, cérébrale ou rénale, identifier les facteurs de risque cardiovasculaire associés, rechercher une HTA secondaire, donc tout ça, je ne reviens pas dans le détail, c'est ce que je vous ai évoqué à l'instant. On a également le bilan paraclinique initial qui comporte donc ionogramme ou à minima sodium-potassium. On évalue la fonction rénale, bilan glucidique, bilan lipidique, on recherche une protéinurie et on fait un ECG de repos. D'accord. Le rapport albumine-créatinine ne se justifie pas, sauf s'il est diabétique. Ça, je ne suis pas vraiment d'accord et ça a un petit peu bougé. Il me semble que dans les recommandations européennes, c'est quelque chose qui est plus qui est cité pour le coup. On sait que tout comme le diabète, l'hypertension joue un rôle dans la néphropathie et ce qui est assez étrange, c'est que finalement, pour le diabète, c'est automatique. On se dit qu'on fait un RAC systématiquement pour surveiller et l'HTA, moins. Donc, pourquoi? Et il n'y a pas de raison. Et moi, à titre personnel, perso, je le fais au moins une fois par an. Voilà. Donc, après, chacun a la pratique qu'il veut. Mais ensuite, on a également le bilan d'extension au diagnostic. Donc, par exemple, si on a une anomalie rénale, qu'on découvre qu'on a une créate élevée ou une protéinurie, déjà, on recontrôle à 1 mois. Si ça persiste ou si c'est vraiment marqué, on prend un avis néphro. Il peut être également intéressant d'adapter la posologie de certains médicaments, voire d'éviter certains médicaments. Donc, c'est quand même important de faire le point. Vous avez vu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les traitements. En cas d'anomalie cardiaque, idem, on fait un ECG, on check. Ça peut aussi nous orienter sur la stratégie thérapeutique après. Et idem, chez les personnes âgées, on fait un test pour déceler une éventuelle démence, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être un facteur favorisant l'HTA pour la démence. Et ça peut être intéressant également pour s'assurer de l'adhésion thérapeutique. S'il faut mettre des choses en place, il faut faire le nécessaire pour le savoir et agir en fonction. Donc les examens, ça c'est les recommandations européennes du coup de 2018, mais que j'aimais bien, où en gros ça vous montre un petit peu les examens à faire. Et là vous voyez, eux ils mettent le ratio
albumine, créate, ils le mettent dedans. Donc, on a effectivement le CG, donc le RAC, le fond d'œil, ils mettent même le fond d'œil. Ça arrive qu'on décèle des hypertensions parce qu'on a fait un fond d'œil pour autre chose, hein. Donc, c'est pas négligeable. Évidemment, le TT. On peut aussi estimer la rigidité artérielle, etc., etc. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'on a fait notre histoire de la maladie, blablabla, qu'on a fait notre petite enquête, il semble indispensable de faire de l'éducation thérapeutique. Là encore, c'est à nous d'agir puisqu'on a un levier quand même assez incroyable pour ça en tant qu'IPA. Je vous ai remis quelques chiffres qui montrent à quel point il faut faire quelque chose. Un hypertendu sur 2 ne sait pas qu'il est hypertendu, c'est-à-dire qu'il n'a même pas eu de consultation, d'annonce, clairement, où on lui explique ce qu'est la maladie. La plupart du temps, moi, j'ai des patients qui sont hypertendus depuis 20 ans. Au début, je me disais, mais ça sert à rien que je leur demande est-ce que vous savez ce qu'est l'hypertension. Vous seriez extrêmement surpris de voir à quel point les gens ne savent pas. Ils vont vous dire c'est une maladie du cœur, ils vont vous dire c'est des palpitations. Donc, en fait, tout le monde entend ce mot, hypertension artérielle, et finalement, c'est ça le drame, c'est que tout le monde croit connaître, et finalement, personne ne sait vraiment ce qu'il en est, et en plus, on n'a pas de symptômes, donc on se dit que c'est pas grave. Donc vraiment, c'est hyper important d'avoir cette éducation thérapeutique, non seulement au diagnostic, mais aussi au cours du suivi. Comme vous voyez, pour les traitements, 93% émettent des réserves lors de la prescription d'un traitement antihypertenseur. C'est énorme. Seulement 40% prennent bien leur traitement. Et 57% des patients hypertendus déclarent ne pas avoir reçu de conseils hygiéno-diététiques dans l'année. Donc, vous voyez, c'est des chiffres qui sont assez parlants. Donc, il faut agir vraiment dans ce sens. Donc là, je vais pas me répéter, pathologie asymptomatique, donc on parle, on actualise, on s'adapte aux conditions de vie aussi, parce qu'il y a des patients, par exemple, si vous avez quelqu'un qui vit en foyer ou qui mange au Resto du Cœur, vous pouvez lui expliquer qu'il faut pas qu'il mange ci, il faut pas qu'il mange ça, il va vous répondre qu'il mange ce qu'il peut. Bah oui, donc il faut aussi adapter, évidemment, pour pas créer une rupture et dire que le patient se dise bah ça sert à rien, de toute façon je peux rien faire. Et il peut toujours faire quelque chose. Donc on fait bien le point sur tout ça, on parle des complications éventuelles, on n'hésite pas, on parle de la physiopathologie, on explique ce qui se passe. Moi je prends souvent la métaphore du tuyau d'arrosage. Je leur dis vous voyez quand vous mettez un tuyau d'arrosage et que vous mettez trop de pression dans le tuyau, bah, c'est ce qui se passe dans vos vaisseaux, et etc. Et je leur explique et ça devient un peu plus visuel et concret. Donc ils comprennent que même s'ils ne sentent pas, pourquoi c'est important de le traiter. Est-ce que tu as des questions, Hugo, avant que j'attaque le cœur? Ah, j'ai perdu Hugo. Eh ben, je continue du coup. Donc, stratégie thérapeutique. Alors déjà, les seuils pour initier un traitement anti-HTA, globalement, ça va être du 140-90 mm de mercure. En France, c'est comme ça qu'on raisonne. Après, chez les patients très âgés et très fragiles, on va faire attention parce qu'il faut quand même qu'on ait une balance bénéfice-risque qui soit favorable. Donc, même si quelqu'un a 150, mais qu'à côté, il fait une hypotension orthostatique, on ne va pas continuer à augmenter le traitement pour au final risquer qu'il fasse une hypotension plus importante et qu'il y ait un risque de chute. D'accord? Donc, l'idée, c'est globalement d'atteindre ce 140-90, même chez une personne âgée si elle n'est pas fragile. D'accord? Si c'est bien toléré, qu'elle supporte bien son traitement, on peut viser un 140-90. Mais voilà, chez certaines personnes qui sont fragiles, faut que ça reste quand même une balance bénéfice-risque favorable. Donc, la stratégie thérapeutique initiale, ça date de 2016. C'est la l'AHS et la Société française d'hypertension artérielle qui ont publié ça. C'est toujours actuel, hein, très franchement, ça n'a pas beaucoup bougé. Et c'est intéressant parce que c'est concret. C'est pour ça que je l'aime bien. Donc, vous voyez, vous avez un patient qui est diabétique. Vous savez que diabète, atteinte rénale, HTA plus diabète, d'autant plus. Donc, premier réflexe, on protège les reins. D'accord? IEC ou ARA2, pas les deux, je le rappelle, et on y va. Si par contre on a un patient insuffisant cardiaque, bah, IEC toujours, mais par exemple les bêta-bloquants, là selon le contexte, ça peut être intéressant. Les diurétiques également. Si on a un patient coronarien, on va aller par exemple également sur les IEC et les bêta-bloquants, vous voyez. Si on a un post-AVC, on va aller toujours sur les IEC, mais on va aussi aller dans les inhibiteurs calciques. Donc c'est toujours en fonction du profil.
Mais vous voyez quand même l'IEC et la RA2, dites-vous que si vous voyez du diabète, une atteinte rénale ou une atteinte cardiaque coronarienne, c'est un médicament, les bloqueurs du système rénine-angiotensin, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Petite subtilité quand même que j'ai pas évoquée, l'ethnie de votre patient peut être important aussi. On sait par exemple que les personnes à peau noire ou les personnes âgées vont mieux répondre à un inhibiteur calcique ou à un diurétique. Donc, il peut être intéressant de privilégier ça chez les personnes à HTA à rénine basse. Les bloqueurs du système rénine-angiotensin, c'est pas ceux-là qui seront le plus intéressants chez ces patients pour atteindre la cible tensionnelle. Donc, c'est des choses à considérer quand vous faites une prescription. Donc, sa stratégie thérapeutique, comme je vous disais, donc on retrouve IEC ou ARA2, à droite les inhibiteurs calciques, à gauche les diurétiques et en bas les bêta-bloquants. D'accord. Ils vous disent de commencer avec une bithérapie chez la plupart des patients, de titrer en fonction de la tolérance, de prendre préférentiellement les traitements en une fois le matin, qu'on rajoute si nécessaire, et que si on doit rajouter, après vous avez la liste des choses à privilégier, donc les minéralocorticoïdes, les diurétiques loop, les alpha-bloquants, etc., etc. Mais ça, on va revenir un petit peu dessus. Et s'il y a des comorbidités, par exemple, les ISGLT2, par exemple, ça peut être super. Maintenant, c'est des médicaments, ça peut être super intéressant. Ça, je l'avais bien aimé. Celle-ci, elle date d'il y a un petit peu longtemps, hein, ça date de 2013. Mais en fait, je trouvais que ça nous donnait une bonne idée des bonnes associations. Vous voyez, par exemple, en rouge, il y a ce qu'on ne fait pas. Et vous avez en vert ce qu'on privilégie. Donc, vous voyez, par exemple, on peut tout à fait faire une triade bloqueur système rénine-angiotensin, diurétique thiazidique, inhibiteur calcique. Comme on a vu tout à l'heure, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes. Donc, ce n'est pas gênant de les mettre ensemble. D'accord. Par contre, ESARA2, ça touche le même système, donc l'un ou l'autre, pas les deux. Mais comme ça, vous pouvez mettre du diurétique pour faire pisser, pour perdre en volume. Vous pouvez jouer sur l'aspect hormonal avec les bloqueurs et en plus jouer sur la vasodilatation avec les inhibiteurs calciques. Et en général, franchement, la plupart des patients sont contrôlés sous bi- ou trithérapie, la majorité. D'accord. Les bêta-bloquants, vous voyez, on aime bien, mais on aime un petit peu moins quand même. Là, c'était l'époque où ça commençait un peu à être un peu moins fan des bêta-bloquants, mais là, ça revient un petit peu. Donc, des fois, il faut un petit peu s'adapter à l'époque, hein. Donc là, concrètement, c'est ce qu'on nous dit. On commence. Alors, ah oui, c'est vrai que de plus en plus, on propose de commencer directement par une bithérapie chez la plupart des patients. Maintenant, il faut quand même faire attention. Chez certains patients, ce sera préférable de commencer par une monothérapie. Par exemple, chez les patients âgés ou fragiles, ceux qui ont un risque cardiovasculaire vraiment haut, ou ceux qui ont des risques d'hypertension ou d'hypotension, des choses comme ça, il faut y aller doucement. Idem, si vous avez un patient qui vous explique qu'il fait plein d'intolérances et tout, allez-y un par un, parce qu'en fait, si vous mettez une bithérapie, il va bloquer sur les deux, alors que potentiellement, il n'y a qu'un des deux qui bloque, vous voyez. Donc, bithérapie, oui, la plupart du temps, probablement. Maintenant, moi, je ne raille pas la monothérapie dans mon raisonnement clinique, en tout cas, mais ça m'appartient, hein, voilà. Et donc, comme on vous disait, IEC ou ARA2 plus bêta-bloquant ou diurétique, en gros, c'est ça l'idée de départ, d'accord. Là, on arrive à avoir environ 60% de personnes contrôlées, d'accord. On va à full dose si c'est bien toléré. Si ça suffit pas, du coup, là, on met en place la trithérapie, donc bloqueur, inhibiteur calcique, diurétique. Là, comme je vous le disais, on contrôle environ 90% des gens, donc on est vraiment tranquille. Les bêta-bloquants à côté, on peut s'en servir comme mono ou en combinaison selon le profil du patient, d'accord. Et après, c'est des hypertensions qu'on dit résistantes, et là, ça va être autre chose, je vais y revenir après, d'accord. Et une pensée aux bithérapies fixes, hyper important. Une bithérapie fixe, c'est un comprimé pour plusieurs molécules. Et ça, c'est intéressant pour l'adhérence thérapeutique. Donc, quand ça existe, privilégiez ça. Donc, gestion du traitement. Juliette, enfin, petite pause. Ah, tu es revenu? Ouais. Alors, j'en étais où? Alors, Eloïse, on a répondu.
Euh, Alors, dans l'automesure, la prise de la tension artérielle, elle doit être faite avant la prise des médicaments, combien de temps après? Enfin, tu leur recommandes quoi aux patients? On s'en fout un peu. Ok. Il y a Natacha qui demande, est-ce que toi tu traites tes patients au niveau de l'hypertension artérielle en prenant en compte l'origine ethnique des patients? Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, c'est une caractéristique, c'est important, tout comme l'âge. Donc, si je sais que mon patient, ce médicament marchera mieux sur lui, bah ouais. Ok. Tu peux rappeler lesquelles de classes thérapeutiques sont Mais je l'ai efficaces? déjà dit. Tu as déjà dit? Que par exemple, chez les personnes avec une HTA à rénine basse ou chez les personnes noires ou chez certaines personnes âgées, on sait que les inhibiteurs calciques et les diurétiques thiazidiques montreront une meilleure efficacité en termes de baisse tensionnelle. Ok. Il y a Natacha encore qui demande si il est préférable de prendre le traitement quand c'est possible le soir plutôt que le matin. Est-ce que c'est plus efficace ou on s'en fout aussi? L'important, je vais vous dire, dans l'hypertension, c'est qu'ils le prennent. Déjà, moi, quand ils le prennent, c'est une victoire. Donc, si ils vous disent le matin, je l'oublie, je le prends bien le soir, qu'ils le prennent le soir. Si par contre, ils vous disent le soir, je l'oublie parce que je sors et que je vais à des dîners, qu'ils le prennent le matin. D'accord? S'il vous dit ah bah moi je fais en deux, mais je me sens bien comme ça et machin et truc et qu'il arrive à le prendre, go, on s'en fout. Ça peut être intéressant de mettre le soir si par exemple il y a vraiment des céphalées le matin. Mais sinon, franchement, l'idée c'est qu'ils le prennent une fois par jour, quoi. C'est la prio. Euh, Mélissa qui demande à quel moment tu instaures l'IEC ou le Certan? Bah, en fait, tu vas d'abord prendre ces classes-là en première, c'est ça? Dans quel contexte? Dans l'hypertension artérielle. Bon, c'est pas très clair, effectivement. Elle parle des sacubitril, donc effectivement, ouais, c'est. Ouais, parce que si c'est un patient diabétique ou insuffisant rénal, je vais le mettre direct. Bon, Si c'est un patient jeune, machin, qui a pas de comorbidité, qui a rien et qui répond bien de l'AMLOR, bof. Donc ok. là, ça dépend du profil. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend du profil. Bah, parfait. Comme ça, tu as répondu à Guillaume aussi qui demandait quel traitement on mettait à un patient jeune qui n'a pas de diabète, qui n'a pas d'insuffisance rénale et qui a juste une hypertension artérielle essentielle. L'amlodipine, effectivement, ça fait un Ouais, petit. ouais, amlodipine, c'est pas mal. Faut qu'il le tolère bien, évidemment. Alors, parfois, il peut y avoir des troubles érectiles. Donc, faut vérifier ça, surtout si c'est des hommes jeunes. Faut checker. Alors, Mais Mélissa qui s'est trompée de webinaire demande à quel moment faut instaurer l'entresto. ah, là, c'est pas la même pathologie là. C'est des choses qui sont très en lien, on va dire, mais là, on n'est pas dans un contexte d'insuffisance cardiaque. Enfin, pas encore, on est encore dans le préventif. Et du coup, il n'y a pas d'histoire d'entresto pour l'instant, il n'y a pas de recommandation par rapport à ça. Voilà. Mais par contre, s'il y a de l'entresto, par exemple, si vous avez un patient qui a un ARA2 et que vous voulez le mettre sous entresto parce que son insuffisance cardiaque, etc., faut penser à arrêter l'ARA2 à côté, par exemple. Des choses, ça faut faire gaffe. Ok, tu peux continuer. Donc pour la gestion du traitement, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire hyper gaffe parce que l'hypertension est très souvent asymptomatique. Donc autant une pathologie qu'on sent, on va ressentir un bénéfice quand on prend le médicament, l'hypertension, pas forcément. Donc il faut vraiment que le traitement soit bien toléré parce que si on vous dit bah, je vous donne un médicament qui vous fait vous sentir moins bien pour une pathologie que vous ne sentez pas, vous comprenez bien que ça ne va pas le faire. Donc vraiment, on contrôle efficacité et tolérance et on laisse pas traîner parce que c'est pareil, ça, moi, je mets un médicament et puis je recontrôle dans 6 mois ou 9 mois. Bah non, en fait. Donc, moi, je vois qu'en tant qu'IPA, les patients, ils sont là. Est-ce que c'est possible de pas laisser traîner, surtout s'ils ont déjà eu des histoires d'intolérance? Il faut essayer de les revoir rapidement parce que ça les rassure et ils savent qu'ils vont pas être dans la nature avec un truc avec lequel ils se sentent pas bien. Donc, c'est vraiment important de bien gérer cet aspect dans la prise du médicament. Il faut vérifier l'adhérence au traitement également. Donc, quel médicament, quel dosage, quelle fréquence, quels oublis. Il faut bien leur rappeler quelle conduite à tenir en cas d'oubli. Si c'est une prise par jour, on a jusqu'à 10-12 heures pour rattraper la dose. Maintenant, si on s'en rend compte, par exemple, le soir, alors qu'on le prend le matin d'habitude, on laisse tomber et on reprend la dose habituelle le lendemain. On ne double jamais la dose, ça faut bien leur préciser.
Pour l'adhérence au traitement, vous pouvez avoir des aides. Il y a un questionnaire, le questionnaire GIRER, par exemple, qui peut vous orienter un petit peu. Sinon, moi, je pose des questions très simples. Je dis quel médicament vous prenez. En fait, je fais jamais de questions auxquelles le patient peut répondre par oui ou par non. Donc, je vais lui dire combien de comprimés vous prenez le matin. Je vais pas lui dire est-ce que vous prenez ça? Oui. Est-ce que vous prenez ça? Oui. Non, je dis combien de comprimés vous prenez. Si déjà je vois qu'il me dit 4 comprimés et que je vois qu'il y a 4 comprimés sur leur dos, je me dis bon, potentiellement, il comprend pas tout au nom parce qu'en plus c'est vraiment pompeux dans l'hypertension, mais il les prend quoi. Donc ça peut être intéressant. Il y a d'autres méthodes que je vais évoquer un petit peu plus après. Donc astuce pour favoriser l'observance, c'est ce que je vous disais, le moins de comprimés possible. Écrire en DCI sur les ordonnances, parce que le nombre d'ordonnances que je retrouve avec d'un côté le nom commercial et de l'autre les DCI, en fait, il prend le même en double. Ça arrive, donc on fait le plus simple. On arrête les médicaments mal tolérés ou mal vécus, même si vous vous dites non, mais c'est pas ça et tout. Si le patient est persuadé que c'est ça, il ne le prendra pas. Donc, on fait autre chose. On refait de l'éducation thérapeutique régulièrement au cours du suivi, c'est mieux avec la bonne lettre. Et s'il y a des doutes, on fait un suivi plus rapproché, d'accord? Et on propose des astuces et éventuellement une infirmière libérale s'il y a besoin. À vérifier systématiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chez toutes les femmes en âge de procréer. Est-ce qu'on a un projet de grossesse? Alors, même au stade du projet de grossesse, hein, d'accord? C'est pas forcément une grossesse en cours. Si on vous répond oui, vous réorientez vers le médecin parce qu'il faudra changer de stratégie thérapeutique, d'accord? Donc, on fait gaffe. On pense également à toujours interroger sur l'automédication, sur la prise de nouveaux traitements ou de nouvelles substances. Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements qui peuvent entraîner un risque iatrogénique? Par exemple, quelqu'un qui vient, moi ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui est venu, qui avait la tension qui explosait un peu alors que d'habitude ça va. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, je discute avec, je lui demande s'il prend d'autres choses. Et en fait, il se prenait plein d'anti-inflammatoires parce qu'il avait une lombalgie aiguë et qu'il en pouvait plus de douleur. Et en fait, c'est ça qui a fait augmenter. Donc, c'est vraiment intéressant de demander. Il faut vraiment faire le tour du problème avant de bouger le traitement, quoi. Ensuite, pour le suivi, du coup, auto-mesure de préférence, j'y reviens pas. Cible tensionnelle, donc dans l'idéal, il faudrait essayer d'être entre 140 et 120 parce que c'est délétère de trop baisser la tension aussi, hein. Ça peut faire des hypo-irrigations, j'ai plus le terme, mais enfin, vous avez compris. Donc, il faut faire attention à être bien dans la cible tensionnelle adéquate. Le suivi d'une prise en charge standard, ça peut être une consultation de suivi tous les 3 à 6 mois. Il faut savoir que l'HS et la SFHTA recommandent jusqu'à atteinte de l'objectif tensionnel une consultation mensuelle pour réévaluer le traitement et le modifier au besoin. Alors, je sais que ça colle pas avec nos forfaits là. Bref, mais voilà, il faut savoir que l'idée, c'est quand même de ne pas laisser trop traîner. Donc, selon votre mode d'exercice, essayez de faire traîner le moins possible, toujours est-il. On surveille toujours l'adhérence aux mesures hygiéno-diététiques et aux traitements médicamenteux. Comme toute pathologie chronique au long cours, il peut être super observant et puis à un moment donné en avoir juste marre. Ou alors être parti en voyage pendant quelques mois et avoir déconnecté, etc. Donc ça, vraiment, on fait gaffe. On recherche les hypotensions orthostatiques de façon systématique. On surveille par automesure préférentiellement. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, personnes âgées, vraiment, on fait gaffe. Et si on voit qu'il y a une hypotension orthostatique, on préfère se fier à la pression artérielle debout. C'est-à-dire que si mon patient est à 150 allongé et qui baisse à 120, je ne vais pas augmenter le traitement. D'accord? On ne prend jamais le risque de chute chez la personne âgée. Et en plus, on connaît l'escalade médicamenteuse chez les personnes âgées, donc d'autant plus, on n'en rajoute pas, quoi. Les examens de routine, du coup, c'est un petit peu, vous vous doutez bien, hein, hémoglobine, enfin NFS, bilan glucidique, bilan lipidique, ionogramme, acide urique, fonction rénale, les analyses avec toujours le RAC, etc., le CG également. Et il faut bien prévoir un bilan cardiovasculaire pour surveiller une éventuelle atteinte des organes cibles, mais ça, la fréquence et les examens sont à personnaliser en fonction du profil du patient. Donc, selon le degré d'atteinte cardiovasculaire autour, ça peut être tous les 2 ans ou tous les 5 ans. Donc, ça, vraiment, c'est au cas par cas. Si on a une HTA résistante, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir qu'on a des hypertensions d'allure résistante assez souvent. Néanmoins, c'est finalement
que rarement une vraie hypertension résistante. Vous voyez, quand on élimine les défauts d'adhérence et les hypertensions secondaires, là, on se rend compte que, en fait, on n'a que 5% de vraie hypertension résistante. Donc, on fait gaffe et là, on adapte le traitement aux besoins. Et pareil, on peut adresser à un spécialiste si vraiment on est à court d'options. Donc, la SFHTA a proposé en 2016 d'adapter le traitement antihypertenseur après avoir éliminé une HTA secondaire, évidemment. Donc, on a fait un bilan étiologique en amont. On rajoute donc une 4e molécule. On parle d'HTA résistante, je le rappelle, quand on a 3 molécules à pleine dose et qu'on n'est toujours pas contrôlé dans un contexte d'adhérence parfaite. D'accord ? Ce médicament doit être préférentiellement la spironolactone, d'accord, sauf en cas d'insuffisance rénale sévère. Et on fait attention, c'est un diurétique, donc on fait attention en cas de déshydratation, on peut suspendre la prise s'il y a besoin, ou en tout cas, on fait attention en cas de potentielle déshydratation, donc on explique bien en cas de diarrhée, nausée, blablabla, tout ça, diarrhée, vomissement. Si la spiro, c'est un peu compliqué, ça peut être un bêta-bloquant. Et le thiazidique peut être remplacé par un diurétique de Lens dans les insuffisances rénales vraiment sévères. Donc là, pareil, ça reprend ce qu'on vous disait en fonction de la fonction rénale. Donc c'est une image que je trouvais assez intéressante également, que vous retrouverez dans les recommandations européennes de l'an dernier. Et vous voyez qu'ils vous mettent spontanément spironolactone. Ça peut être les plérénones, du coup, si la spiro n'est pas tolérée, avec par exemple une gynécomastie, ça c'est vraiment typique. Pourquoi en fait la spironolactone peut être moins bien tolérée? Parce qu'en fait c'est un antagoniste non spécifique du récepteur aux minéralocorticoïdes. Donc elle interagit également avec des récepteurs aux androgènes, progestérone, etc. Et c'est pour ça que ça peut faire des effets indésirables d'ordre hormonaux type gynécomastie, etc. Pour le coup, les plérénones, c'est vraiment un antagoniste spécifique du récepteur aux minéralocorticoïdes et du coup, c'est pour ça que ça permet de s'affranchir de ces effets indésirables typiques hormonaux. Donc, ça peut être intéressant. Et puis après, on a toutes les autres classes que je vous ai citées tout à l'heure, mais qui interviennent vraiment dans un 5e temps, etc., etc. Alors, quand savoir finalement quand on a besoin d'adresser à un spécialiste? Parce que finalement, c'est pas forcément une évidence. Déjà, quand on suspecte une HTA secondaire, donc HTA sévère d'emblée, avant 30 ans, avec une hypocalémie ou avec une situation qui peut laisser penser à une HTA secondaire. Et je vous ai remis, vous trouverez également dans les recommandations, ce qui peut laisser supposer une HTA secondaire. Et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre davantage sur le sujet. En cas d'anomalie rénale également, il peut être bon d'adresser à un néphrologue pour le coup. Si vous voyez qu'il y a une atteinte assez importante, une diminution de la créate de l'ordre de 30%, ou chez un patient jeune, une atteinte rénale un peu plus marquée ou des choses comme ça, là, ça peut être intéressant de prendre à minima un avis néphro. En cas d'anomalie cardiaque, évidemment, on va prendre un avis spécialisé auprès d'un cardiologue et voir également un gériatre en cas de troubles cognitifs, notamment chez les personnes âgées. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et je vais juste faire un petit point sur les urgences hypertensives avant de finir. Mon Dieu. Après, j'ai fini. Vous voyez pourquoi je ne vais pas attaquer les HTA secondaires, parce que déjà tout ça. Donc, il faut déjà distinguer dans les urgences hypertensives ce qu'on qualifie d'urgencies et d'emergencies. En gros, urgencies, c'est une urgence relative, c'est-à-dire qu'on a une HTA de grade 3, mais on n'a pas d'atteinte d'organe cible. Par contre, emergencies, là, on a une HTA sévère et une atteinte d'organe cible. On a également la prééclampsie en parallèle, qui est là une élévation de la pression artérielle avec une protéinurie nouvelle inexpliquée et plus ou moins des signes de lésion des organes terminaux. Donc ça, c'est des prises en charge un petit peu spécifiques. Petite précision, on parle d'HTA sévère pour les urgencies et emergencies, enfin particulièrement pour emergencies, en fait, je vais cibler. Finalement, c'est pas forcément le niveau tensionnel qui va plus être le témoin du degré d'urgence, c'est vraiment l'atteinte d'organes cibles. Si vous avez un patient qui arrive à 16 ou 17 de systolique, mais qui a une atteinte d'organes cibles, c'est une emergencies. Faut pas vous dire, ah bah c'est bon, il a moins de 18, donc c'est pas ça. Ça peut être ça. Donc vraiment, ne focalisez pas sur le seuil de pression artérielle et vraiment focalisez-vous sur est-ce qu'il y a des dommages collatéraux.
Donc, quand on a une élévation de la pression artérielle, on se demande donc s'il y a une atteinte d'organe ou pas. Si ce n'est pas le cas, finalement, c'est juste une tension non contrôlée mais élevée. Et sinon, il faut se demander quel type d'urgence c'est. Ça peut être une HTA maligne, ça peut être du coup une ischémie au niveau du cœur, ça peut être un AVC, ça peut être un anévrisme, une dissection, une prééclampsie, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, en fonction, on met en place une prise en charge adaptée. Mais là, il faut orienter vers les urgences. Hein, d'accord? Là, c'est pas du soin courant. D'accord? Je vous le donne à titre informatif pour que vous sachiez quoi faire en cabinet. Si vous avez 180 mais pas d'atteinte d'organe cible, ça va se gérer différemment. D'accord? Ça, je passe. Donc, HTA très élevé. Premièrement, on recherche un retentissement d'organe ou non. On détermine s'il y a une nécessité d'intervention spécifique autre que la baisse de la PA. On cherche une cause déclenchante aussi pour l'augmentation. Ça peut être une prise de toxiques, ça peut être la grossesse, ça peut être différentes choses et on initie une prise en charge adaptée. D'accord? Donc, si c'est urgencies, donc sans atteinte d'organes, là, dans ce cas-là, on a un objectif de normalisation de la pression artérielle dans les 24-48 heures. Donc, on met en place ou on intensifie un traitement oral, d'accord, péros. On privilégie les inhibiteurs calciques parce qu'il y a peu de contre-indications, donc dans le doute, c'est mieux. Et c'est pas interférent avec les bilans étiologiques parce que quand on fait un bilan étiologique à la recherche d'une HTA secondaire, il y a plein de classes médicamenteuses qui interviennent dans le système de rénine-angiotensine qui sont proscrits. Dans ce cas-là, quand vous allez les orienter vers le médecin va prescrire ce qu'on appelle un traitement neutre pour faire les examens requis. Donc là, si vous voyez que c'est dans ce cas de figure et qu'il n'y avait pas de traitement avant, etc., privilégiez des inhibiteurs calciques pour qu'on puisse enchaîner rapidement avec un bilan étiologique sans attendre le délai de changement de médicaments, etc. Et dans tous les cas, on prévoit un suivi précoce, d'accord, au moins mensuel et supervisé au besoin par un spécialiste ou en centre spécialisé carrément. Pour le coup, si c'est une emergencies, là, ça peut être différentes présentations cliniques. Donc, on va faire attention. Ça peut être, par exemple, un AVC, une dissection aortique, un OAP, un ST+ ou ST-, une insuffisance rénale aiguë, etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, compatible avec une augmentation modeste de l'APA. Donc, on fait attention. On recherche la défaillance d'organes. Les signes peuvent être divers. Donc, devant une HTA sévère, le réflexe, vous faites une bio, vous faites iono, créate, tropo, urine. D'accord? Urine notamment chez la femme enceinte pour voir s'il y a une protéinurie. D'accord? Plus ECG. Ça permet déjà de dépister un bon nombre de grosses urgences. D'accord? Et vous faites l'examen clinique et en fonction de ce que vous dit le patient, eh ben, vous allez supposer plutôt telle ou telle pathologie et dans ce cas-là, prescrire l'examen paraclinique qui convient. Mais comme je vous disais, tout ça, c'est dans le contexte d'urgence. Donc, en théorie, ça relève pas des PCS. Hein. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Urgencies, pas d'hospitalisation nécessaire, a priori. Par contre, emergencies, hospitalisation nécessaire. D'accord? Et urgencies, on va rester sur un traitement péros. Par contre, emergencies, on va passer en traitement IV. D'accord? Et on va essayer de diminuer la pression artérielle rapidement, sauf en cas d'AVC, où il faut diminuer doucement pour éviter une hypoperfusion, j'ai retrouvé le terme, et créer des zones d'ombre, d'accord? Mais sinon, l'objectif, c'est de l'IV pour faire baisser très vite. Ça, je passe, je vous ai déjà dit grosso modo, et voilà, ma foi. Ça, je vous ai déjà tout dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Et juste si vous cherchez des ressources documentaires, alors françaises, c'est les dernières, c'est les recommandations de la SFHTA et de la HAS que je vous ai un petit peu montrées. Elles sont hyper concises, précises, elles sont bien faites. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Vous avez là tout un algorithme pour la prise en charge de l'HTH chez l'adulte avec quoi faire, comment, les délais de prise en charge, etc. Il est super cet algorithme. Donc, ça peut être une bonne ressource. Vous avez également, ce que je vous ai un peu montré tout au long de ce topo, les recommandations européennes qui datent de l'an dernier. C'est les plus récentes à ce jour. Et là, vous avez, par exemple, l'ensemble de la prise en charge HTA avec l'étape diagnostic, initiation, suivi à court terme, suivi à long terme. Donc, ça, c'est pareil. Ça peut vraiment vous aider à mettre en place votre prise en charge et à vous guider. Enfin, j'ai prévu une infographie avec le COSIPA qu'on publiera prochainement. Donc, s'il y a besoin, vous aurez également une ressource un peu
rapide à consulter et en français. Et petit mot pour vous dire qu'il y a la journée mondiale de l'HTA le 17 mai prochain. Donc, on en profite pour proposer aux patients des autotests et vraiment dépister, dépister, dépister. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et j'en profite juste pour vous dire qu'a priori, le DU-HTA va ouvrir pour les IPA l'an prochain. Donc, si certains sont intéressés, guettez un petit peu. Voilà. Eh ben, bravo Juliette, c'était très passionnant. Je suis désolée, c'était un peu long. Hein. Bah, tu vois, les gens sont restés. Hein. Il y a quelques questions. Alors, Guillaume qui demande si il y a des traitements pour l'hypertension artérielle qui peuvent interagir avec les inducteurs enzymatiques comme les cytochromes, et tu sais, les trucs métabolisés par le foie. Tu as notion de ça ou pas? Ouais, en plus, je l'ai lu. IP3A4, il me semble. Le P450, là, le cytochrome P450. Il y a juste le verapamil, diphésone et verapamil qui peuvent Ouais, ça, interagir. je sais plus. Ça, très honnêtement, je vais dire une bêtise. Je l'ai lu il y a pas longtemps, mais je l'ai un peu noyé dans mes données. Donc, il faudrait que je me rafraîchisse sur ça. Ok. Euh, alors, Margot qui demande si tu peux détailler un peu les signes d'atteinte des organes cibles, notamment en cabinet en consultation. Est-ce qu'il te dit que de toute façon, il a une atteinte des organes cibles? Alors, attendez, je vais y retourner. Est-ce que vous voyez toujours? On en remet en fond d'écran. Comme ça, vous voyez? Ouais. Alors, je suis passée un petit peu vite parce que j'avais peur de ne jamais finir. Mais voilà, quelques indices. Par exemple, ça va pas être les mêmes signes, hein, de toute évidence. Si vous avez une dissection aortique, ça va être une douleur, par exemple, thoracique, mais énorme. Enfin, par exemple, la dissection aortique, c'est vraiment une douleur thoracique intenable. C'est-à-dire que la personne la moins douillette va vraiment vous dire qu'elle est en train vraiment d'avoir mal. L'OAP, ça va plutôt être une douleur taux, mais associée à une dyspnée, une turgescence jugulaire. On va avoir des crépitants. C'est pas tout à fait le même tableau clinique. Ah oui, dissection aortique, j'ai pas précisé, mais la pression artérielle est souvent asymétrique aux deux bras. Donc, ça peut être intéressant quand vous avez une urgence, surveillez les deux bras, faites aux deux bras. Et quand vous avez une pression artérielle qui diffère aux deux bras, vous vous fiez toujours à la plus élevée. C'est celle-là votre référence. Et si vous avez un patient, vous savez que le bras gauche est toujours plus élevé, et ben vous prenez toujours au bras gauche. AVC, bah, ça va plutôt être des lésions neurologiques, ça va dépendre un petit peu de l'endroit, de la localisation, mais ça va être typique de l'AVC. Et l'encéphalopathie, par exemple, hypertensive, ça va être une somnolence, une léthargie, des vertiges, des céphalées, des crises tonico-cloniques, ça va plutôt être comme ça. Après, souvent, l'imagerie, va souvent être du scanner dans l'urgence parce que c'est plus facile à avoir que l'IRM. Maintenant, ça peut être l'IRM hein, s'il y a moyen. L'OAP, ça va plutôt être la radio et la dissection aortique, plutôt l'angioscanner de l'aorte. Mais après, ça, j'ai envie de vous dire, dès lors que vous avez un doute, en fait, c'est médecin hein, ou urgence. D'accord. Alors, une autre question. Je crois pas que tu en as pas parlé, mais pour tes patients hypertendus, qui ont simplement une hypertension artérielle, on va dire, quel cible de LDL cholestérol tu vises? Bon, là, c'est plutôt modéré. En fait, si je vous reprends, hop, attendez, tac, 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 on va faire ça proprement. Hop, si on n'a rien, on est plutôt sur du bas risque, donc on va pas trop s'exciter. Hein. D'accord? Donc ça, on reste sur un degré LDL tranquille, quoi, du 1,3, quelque chose comme ça. On va rester vraiment, on va pas s'énerver. Ce qui va être aussi caractéristique, là, pour le coup, c'est si on a un bilan d'extension, s'il y a de l'athérome, ça va pas être la même réponse. Mais pour le coup, quelqu'un qui a vraiment juste une hypertension artérielle, on le laisse tranquille. Enfin, il n'y a pas d'indication à surtraiter au niveau du cholestérol si ça va. C'est pas la même pathologie. Vous voyez, c'est une dyslipidémie après, c'est à côté. D'accord. Bon, après, si le patient il a 1,9 de LDL, il faut que tu traites quand même. Ah bah oui, non, mais quand je dis tranquille, c'est du 1,3, quelque chose comme ça. Voilà. S'il est à 2 grammes, oui. Mais par contre, on va pas aller
On va pas avoir une exigence de 0,9, 0,7, ça n'a pas de sens. Ok. Est-ce que tu fais un Doppler, des TSA à tes patients hypertendus? En fait, c'est terrible parce que en fait, à chaque fois, je peux pas vous dire oui ou non. Ça dépend. Mais dans le cadre d'un bilan d'extension, par exemple, si je veux faire un bilan d'extension, oui, ça peut être intéressant pour voir s'il y a de l'athérome. Parce que, comme je vous disais, les patients hypertendus sont rarement juste hypertendus. Donc, en fait, ça va être intéressant d'aller voir dans le cadre du bilan. Mais par contre, je vais pas leur faire ça tous les ans ou, vous voyez, faut adapter. S'il y D'accord. a par contre, par exemple, autre exemple, si j'ai un hypertendu avec une dyslipidémie, évidemment que je vais aller voir. Ok. Marilyn te demande si tu as des astuces quand le patient présente des effets indésirables de nombreuses molécules, quand ça fait 4 fois que tu changes de médicament. Est-ce que tu as une recette magique de tes dieux? Ah, de la patience. Il faut essayer, il faut varier les molécules. Faut pas se dire si à la première molécule ça va pas, je supprime la classe. Il faut essayer autre chose. Si IEC tout, on passe à RA2. À RA2, on peut en essayer plusieurs. Si vraiment ça va pas, on laisse tomber. Les diurétiques, en général, ça se passe plutôt bien. Franchement, les diurétiques, à moins d'avoir des hyponatrémies ou des choses vraiment biologiques en termes de tolérance à l'interrogatoire, les patients supportent plutôt bien. Les inhibiteurs calciques, souvent, c'est des OMI qui reviennent le plus souvent. C'est souvent l'Amlor à 10 mg en pleine dose, l'amlodipine à 10 mg et plus, rend plus sujet aux OMI. Souvent, si on est à 5 mg, c'est plus rare. Et on peut même éventuellement tenter le Loxène, c'est parfois mieux toléré, ou le Lercan, la lercanidipine, ça peut être mieux toléré en termes d'œdème. Donc en fait, il faut essayer d'autres molécules de la même classe parce que parfois d'une molécule à l'autre, ça va aller. Et si vraiment ça va pas, ben, on change de stratégie thérapeutique. Et par exemple, si on partait sur IEC diurétique, et ben, on finira peut-être avec un ARA2 inhibiteur calcique. Et l'important, c'est qu'on atteigne notre type tensionnel et que le patient se sente bien. Ok. Je ne sais pas si tu as parlé à un moment du lien entre l'apnée du sommeil et puis l'hypertension Ouais, artérielle si, si. et le traitement de la BPC, par PPC. Alors, bah, j'ai pas fait toute la BPC parce qu'il y a déjà eu un webinaire dessus et qu'à un moment donné, faut trier. Mais oui, oui, j'en ai parlé avec la MAPA où j'ai expliqué que ça pouvait être un signe évocateur et que dans ce cas-là, il convenait de pousser un petit peu l'interrogatoire dans ce sens pour voir s'il y avait d'autres signes, notamment chez les personnes qui ont un surpoids ou une obésité, un sommeil un petit peu agité, des ronflements, des troubles érectiles, Mhm. une somnolence diurne. Quand on a un tableau comme ça, avec notamment un profil non deeper sur la MAPA, là, c'est pas déconnant d'aller dépister. Faut orienter. D'accord, tout ça pour dire que la PPC chez un patient qui a une apnée du sommeil avérée peut être un traitement d'hypertension artérielle comme une molécule, quoi. Ça peut être parfois aussi efficace, voire suffisant. Euh, Ça aide. Ça aide, mais C'est rare que ça suffise, pour être honnête. ça dépend, ça dépend. Ok, et ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Et ben, parfait. Eh ben super. Merci beaucoup, Juliette. Bah de rien. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein. Je suis jamais loin, donc j'ai LinkedIn ou enfin vous pouvez me retrouver. Donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. J'espère que c'était clair et concis le plus possible. C'était très bien. Eh bien, et bon, en tout cas, on a hâte Merci. de retrouver ta fiche faite avec le Cosipa. Ouais, Mhm. je vois ça avec eux et on vous la publie le plus rapidement possible. D'accord. Juste le webinaire sur la cardiogériatrie est en ligne. Et celui sur le TVP, la MTVP devrait suivre. On a un petit souci, mais qui devrait se résoudre. Voilà, en tout cas, bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous.